reçoit Paul Sanders pour son livre sur Zwingli et Bullinger, Quand la réforme entre en scène. Mais alors, qui sont ces deux personnages, Zwingli et Bullinger? C'est vrai que ce sont des illustres inconnus, tous les deux. En francophonie en particulier, mieux connus dans les pays germaniques et un petit peu mieux dans les pays anglo-saxons. Mais c'est vrai qu'au moment de la réforme, ils étaient en première ligne, mais après, ils disparaissent un petit peu de l'historiographie. Vous avez fait votre thèse sur ces deux personnes. Donc, est-ce qu'on va peut-être commencer par Zwingli, si vous voulez mieux nous présenter? Donc, on est en Suisse, vers Zurich, c'est ça? Oui, tout à fait. Il est né en Suisse orientale, mais pas très loin de Zurich, dans les montagnes. Et il est né juste un petit peu après Martin Luther, quelques mois. Donc, ils sont contemporains. Zwingli, c'est quelqu'un qui a un tempérament entier. C'est quelqu'un qui est d'une famille nombreuse, qui est un montagnard, de famille montagnarde. Et donc, il a cette franchise, il est cash, comme on dit aujourd'hui, dans sa façon de faire. C'est pour ça que je l'ai appelé à différentes reprises, soit le bon vivant de la réforme, soit un petit peu le perturbateur de la réforme. Parce que ses prononcements ont fait couler beaucoup d'encre et ont fait beaucoup de remous. Il a connu une carrière réformatrice à partir de sa conversion, ce qui s'est produit lorsqu'il était à Zurich. Il était déjà en place en tant que prêtre principal de la grande collégiale de Zurich. Et il a vécu une expérience de conversion parce qu'il a contracté la peste et il a frôlé la mort. Et ça a remis un peu les choses en place pour lui dans son cœur et dans sa tête. Il a exercé son activité réformatrice de 1519 à 1531, parce que malheureusement, il est décédé sur le champ de bataille, à côté de ses troupes qu'il accompagnait contre les cantons catholiques voisins. Donc, il est mort à 47 ans, l'âge de 47 ans. Il avait encore beaucoup de choses à dire et à faire. Mais ça a coupé court à ce niveau-là. Et c'est là que Bullinger entre en scène, qui est d'un tempérament complètement différent. Alors, sur Zwingli, donc, il est contemporain de Luther. Oui. Est-ce que Luther est donc ses thèses 1517, est-ce que c'est lui qui influence Zwingli ou lui-même a des intuitions réformatrices? Alors, c'est controversé. Zwingli lui-même a dit qu'il ne devait pas sa conversion à Luther. Et il se faisait un point d'honneur à dire qu'il est venu à la réforme de façon indépendante. Néanmoins, on a des indices aussi qui nous montrent qu'il a quand même lu Luther et qu'il a été influencé. De cause à effet entre sa conversion et son activité réformatrice et ses lectures de Luther, on a un peu de difficulté à établir le lien. Mais c'est vrai que tout le monde a été influencé du camp protestant par Luther, directement ou indirectement. Alors, ils se sont un peu affrontés, on pourrait dire, oui. Théologiquement, en tout cas, sur la place de l'Eucharistie, de la Sainte Seine, on pourrait dire, chez les protestants. Quelle était la thèse de Zwingli sur ce sujet-là par rapport à Luther? Alors, Luther était très attaché, viscéralement attaché à ce qu'on appelle la présence réelle du Christ dans les éléments de la scène de l'Eucharistie. Et il ne pouvait pas envisager un christianisme sans cette doctrine-là. Alors que Zwingli disait, en fait, cette présence est symbolique. Ce n'est pas une présence réelle, matérielle. Donc, lorsqu'on prend le pain et le vin, on ne prend pas le corps et le sang du Christ. Donc, c'était vraiment diamétralement opposé à Luther sur ce point-là. Et alors, au début, les premières années de la Réforme, Luther et Zwingli s'entendaient bien, mais c'est en 1529, donc une dizaine d'années après le début de la Réforme à Zurich, qu'ils se sont rencontrés à Marbourg, en Allemagne, et c'est là ce qu'on appelle la dispute de Marbourg, ou le colloque de Marbourg plutôt, et là, ils se sont divergés, là, tous les deux, mais de façon grave.
Et à la fin de sa vie, Luther a traité Zwingli d'enfant du diable et il ne pensait pas qu'il était véritablement chrétien. C'était vraiment un infidèle pour Luther. Alors, Zwingli a passé beaucoup d'années à se défendre contre les invectives de son collègue, mais ils n'ont jamais réussi à s'entendre, malheureusement. Il fallait une autre génération pour que ça se mette en place, après ces controverses amères, très dures. Et alors donc, Zwingli va donc mourir assez jeune, et il va avoir un successeur à Zurich, qui sera Bullinger. Donc là, vous avez dit une autre forme de personnalité. Comment ça va se passer, cette transition entre les deux? Il va s'occuper de l'héritage, on pourrait dire théologique? Oui, absolument. Alors d'abord, ils se connaissaient, Bullinger et Zwingli, et on peut dire que Bullinger était le disciple de Zwingli. Et tout au long de sa carrière, sa vie, il n'a cessé de se proclamer disciple fidèle de Zwingli. Et en même temps, il devait défendre la mémoire de Zwingli qui était attaquée. Luther a considéré que non seulement Zwingli n'était pas chrétien, mais en fait, il a mérité la mort qu'il a eue sur le champ de bataille en raison de son infidélité. Donc il y avait du boulot à faire là pour l'intéresser, pour défendre son collègue. C'est quelqu'un de tempérament très pacifique, Bullinger. Et lui voulait que les gens, les protestants, suisses, allemands et autres, s'entendent, arrivent à se trouver sur l'essentiel. Un peu comme on dirait aujourd'hui un œcuménisme protestant. Et ça n'a pas pu se faire, essentiellement en raison de cette controverse sur les sacrements. Mais son tempérament aujourd'hui on dirait qu'il était très relationnel, Bullinger. Et donc il a écrit plus de 15 000 lettres que nous possédons et avait tissé des relations un peu partout. En Europe, c'était une agence d'information, son bureau. Il savait tout, il écrivait sur tout et sur tous. Et donc, c'est par la qualité de ses relations, et puis surtout par la suite, on le verra, par ses rapports avec Calvin, plus jeune que lui, et deuxième génération. Donc les deux hommes, Calvin et Bullinger, étaient de la seconde génération. Ce qui leur a permis de prendre du recul un peu par rapport à ces débats âpres. Et justement, alors quelles étaient ces relations donc, avec le Calvin plus jeune, et puis situé à Genève, donc plutôt en francophonie, oui. Du côté francophone, quelles relations ils avaient, Bullinger et Calvin? Alors, les relations au départ étaient assez distantes parce que Calvin était en France jusqu'à ce qu'il vienne à Genève. Mais assez rapidement, ils ont pu avoir des relations épistolaires, essentiellement. Et puis, par la suite, Bullinger reconnaissait en Calvin quelqu'un qui avait ses qualités de théologien, de juriste, on pourrait dire, linguistique et autres. Et très rapidement, Bullinger a reconnu ses qualités en Calvin. Et je pense qu'il a pas dit ça comme ça, mais reconnu comme un allié potentiel pour unir les Suisses et les cantons protestants contre la menace catholique et contre les luthériens qui menaçaient aussi, d'une certaine façon, l'unité du protestantisme à leurs yeux. Donc voilà un petit peu ces relations, en fait, devaient finalement attendre plus ou moins l'époque de la mort de Luther pour vraiment se tisser. Il faut dire que Calvin au début était luthérien, c'est-à-dire il était tenant de la théologie de Luther, il est redevable à Luther. Mais à mesure que le temps avance, et puis surtout après la mort de Luther, Bullinger et Calvin étaient un peu libérés de mettre en place les relations, j'allais dire inter-suisses, parce qu'en fait, comme chacun le sait, Calvin n'était pas suisse. Et alors, cette relation donc, avec Calvin à Genève, quelle influence ça va avoir, donc Bullinger et puis l'héritage de Zwingli, sur le protestantisme français? Est-ce qu'il y a une influence directe?
Oui, parce que par l'entremise de Calvin, notamment, le fait que les deux se mettent d'accord sur les sacrements en 1549, donc 3 années après la mort de Luther, a permis qu'il y ait une répercussion sur la France de cette théologie-là, en fait, qui est une théologie médiane des sacrements entre celle de Luther et la première théologie de Zwingli, parce que Zwingli a évolué à la fin de sa vie. Et alors, on est sur quel type de théologie? Est-ce que c'est celle qui donne naissance à l'Église réformée, à la théologie réformée? Absolument. Je crois qu'on peut dire que la naissance de l'Église réformée, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église réformée, est liée, intégralement liée à cet accord sur les sacrements. C'était un peu la doctrine centrale sur laquelle il fallait s'entendre avant d'aller plus loin dans les relations. Et donc, la famille réformée a été constituée d'abord en Suisse et puis ensuite un peu plus loin dans l'Europe, en Europe. Comment on explique que ces deux grands personnages du protestantisme et de l'histoire de la Réforme soient si peu connus ou si peu étudiés aujourd'hui? Je pense qu'une des raisons, c'est que c'est la langue. Ils sont connus, mais assez peu en francophonie, je dois dire. Et ils ne sont pas archi connus non plus ailleurs, hein, mais enfin, nettement plus. Donc la langue allemande a été un obstacle, je pense, d'une certaine façon, pour la diffusion de leurs pensées. Aussi le fait que Zwingli soit mort, jeune comme cela, ça a coupé un petit peu court à l'influence qu'il aurait pu avoir. Alors que Bullinger, je pense, n'avait pas cette personnalité-là qui était apte à faire grandir un mouvement comme aurait pu le faire Zwingli. Qu'est-ce qu'on a encore à tirer de leur théologie, de ce qu'ils ont développé dans notre vie peut-être de protestants aujourd'hui ou de notre lecture de la Bible aujourd'hui? Je pense qu'il y a d'une part, de façon évidente, leur position sur la scène, ce qu'on pourrait appeler la présence spirituelle du Christ dans la scène. Il est présent, comme disait Zwingli d'ailleurs, très tôt, présent par son esprit dans le pain et dans le vin. Mais non pas dans les espèces. Et donc cet accord-là a permis qu'il y ait une troisième position médiane entre les deux, Zwingli et Luther, qui a pu être adoptée en quelque sorte par ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église réformée et les églises dans la mouvance réformée. Il y a des baptistes réformés, il y a d'autres qui se retrouvent dans cette position. Je dois dire que moi, personnellement, étant d'arrière-plan baptiste, j'avais toujours été un peu frustré par le fait qu'on dit non, ce n'est qu'un symbole. Et en même temps, je ne pouvais pas avaler l'idée, c'est le cas de le dire, du pain et du vin étant le corps et le sang de Christ. Et donc, cette position-là, le Christ est présent par son esprit. Ça, c'est donc une influence. L'autre influence, je pense, directement, indirectement, c'est un peu compliqué à dire, c'est l'emphase, l'accent sur l'unité des protestants, qui a pu se faire d'abord entre eux, au niveau réformé. Mais cet accent est très fort chez Calvin. Il parlait des doctrines fondamentales, des doctrines secondes, et on pouvait s'entendre sur les doctrines fondamentales, encore faut-il les définir, mais les doctrines secondes, on pouvait être en accord ou être en désaccord. Donc ça, je dirais, et puis la liturgie de la scène, je pense que le réformé aujourd'hui a été très influencé non pas par Bullinger ou Zwingli directement, mais par cette espèce de compromis ou d'accord qui a été fait au milieu du XVIe siècle. Merci beaucoup. Si on veut en savoir donc plus, on lit ce livre « Quand la réforme entre en scène » aux éditions La Cause. Merci.